C'est de la manipulation gauchiste et woke, on vous insulte. Je veux parler de La Fièvre, une série toxique financée par Canal+. Pour en parler, il me fallait quelqu'un qui envoie du lourd et qui soit courageux, qui n'ait pas peur. Je suis avec Jérémy Marquis et bienvenue dans Ce Tueur en série. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous avez 260 000 abonnés sur TikTok. Votre marque de fabrique, c'est que vous n'avez pas peur de dire ce qui est. Vous êtes courageux. Merci. Là, c'est notre parenthèse pub, très courte. Je vous ai vu 2 fois à Bistro Liberté, Tout à fait. dont je m'occupe, et j'ai trouvé que vous aviez vraiment des positions à la fois fortes et courageuses. Donc j'ai pensé que vous étiez la personne idoine pour parler de cette série. Alors, parlez-nous de vous. Petite parenthèse pub, donc. Eh bien, écoutez, je suis sur les réseaux sociaux maintenant depuis 1 an, où je partage justement des analyses sur l'actualité, sur la politique, sur ce qui se passe dans notre société. Voilà, donc je suis présent sur Instagram, Twitter, YouTube et TikTok, et puis je participe à des émissions régulièrement sur d'autres chaînes. Voilà. D'accord. On peut dire les noms, peut-être, non ? Oui, je suis sur Radio Courtoisie, Géopolitique Profonde, entre autres, et puis à Bistro. Très bien, voilà, très bien. Bon, moi, je ferme la parenthèse pub en parlant de mes musiques. Donc, si vous aimez les musiques de TV Liberté, des génériques, c'est moi qui les fais. J'ai publié maintenant mes anciennes musiques des années 80 sur Spotify et toutes les autres plateformes. Et je fais mes nouvelles productions dessus, avec soit du pop-rock, soit de l'épique. Évidemment, quand c'est les années 80, c'est plutôt de la New Wave. Alors, on en revient. Vous aurez les liens dans la description, bien sûr. Et j'irai voir. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va parler donc de La Fièvre, tout à fait. Qui est une espèce de pourriture financée et produite par Canal+. Le synopsis, je le fais, tu le fais ? Oui, commencez, je compléterai peut-être. Alors, donc, c'est l'histoire d'un footballeur du Racing de Paris, un footballeur noir, c'est important, qui donne un coup de boule à son coach en le traitant de sale babtou, pardon. Oui, de sale blanc, en fait. Oui, bien sûr, ça. De sale babtou. Et ce, sur un malentendu lors d'une soirée de trophée. Ça met en scène un coach, qui est donc le Babtou fragile, une communicante de gauche, qui est plutôt woke, une youtubeuse d'extrême droite. Qu'elle est méchante. Voilà, qu'elle est méchante. Des Kaira du 93, enfin type 89, 693, des militants MRAP et des politiques. Donc, pas grand-chose à ajouter de plus. Non. Et puis ça met en scène un climat en France un climat de tension, on va dire, politique, avec les réseaux sociaux, les médias, en fait, tout ce que traverse notre société. Donc, sur le constat de ce qui se passe dans notre société actuellement en France et de ce climat extrêmement tendu, la série voit juste. Le problème, c'est la façon dont elle le traite et la façon et l'angle qui est abordé dans la série, qui n'est pas bon. D'accord. Alors, la série raconte une bataille politique qui se déroule sur le terrain des réseaux sociaux. On a un peu l'impression que la politique est à la traîne des réseaux sociaux et donc que c'est là que tout se passe. C'est exagéré pour vous ? Elle est à la traîne, elle l'est de moins en moins parce que les politiques quand même s'adaptent évidemment aux tendances sur les réseaux sociaux. Les médias s'y adaptent également, donc on voit qu'il y a quand même que les médias finalement et les politiques sont souvent dépassés par les réseaux sociaux, par les polémiques et par les sujets qui enflent sur les différentes plateformes et que donc ils sont obligés de s'en saisir finalement. En fait, les réseaux sociaux permettent aux gens qui sont actifs sur ces réseaux d'obliger les politiques à se saisir de sujets que si les réseaux sociaux n'existait pas, il n'en aurait même pas parlé. Donc ça peut être intéressant, mais je dirais que la politique s'adapte de plus en plus au réseau et surtout la nouvelle génération évidemment de politique. D'accord. Alors, on va parler des personnages. Donc, la série est une compilation de tous les fantasmes de l'extrême gauche des années 70, quoi. Ah oui, c'est ça. À peu près. Oui, c'est complètement révolu comme schéma. Alors, on va prendre la première personne, Marie, qui est le personnage peut-être l'un des deux plus importants de la série. Dans l'histoire, ils sont tous plus ou moins gentils.
Oui. Sauf elle, c'est Voilà. une garce. Elle ne croit pas en ce qu'elle dit. C'est une ordure, et l'ordure de la série, c'est vous un peu, en quelque sorte. Oui, puisque Marie est en fait dans la série l'influenceuse sur les réseaux sociaux et fait des spectacles et considérée comme d'extrême droite. Donc en effet, je peux me retrouver dans dans ce personnage puisque on me considère moi-même comme étant d'extrême droite et je suis sur les réseaux sociaux. Elle est dépeinte d'une façon qui est totalement caricaturée évidemment, Oui. et en plus on fait comprendre dans la série qu'en effet elle ne pense pas ce qu'elle dit, que tout ça est une mise en scène, que c'est du spectacle, qu'elle n'est pas sincère. C'est caricaturé évidemment Elle n'est pas sincère, mais elle ne le dit pas à son public. Ah bah non, elle manipule le peuple. Elle manipule, voilà. En fait, la série veut nous faire croire que les gens qui sont d'extrême droite, qui sont mis en avant d'extrême droite sur les réseaux sociaux, dans les médias, sont des gens qui jouent la comédie simplement pour faire monter le peuple et pour rallier à une cause. C'est évidemment faux et c'est une caricature. Moi, par exemple, je pense ce que je dis et le combat que je mène sur les réseaux sociaux, c'est un combat que je mène parce que pour moi, il est important et qu'il me tient à cœur et je pense tout ce que je dis. Donc, et la plupart d'ailleurs des autres influenceurs sur les réseaux sociaux, qu'ils soient de droite comme de gauche d'ailleurs, en général, pensent ce qu'ils disent et c'est pour ça qu'ils sont suivis. Donc la série a complètement loupé ce phénomène-là, on va dire. Alors Marie c'est pas anodin. Il y a une similitude avec le Rassemblement national, avec Marine, puisque c'est une personne qui cherche à adoucir son image, tout en voulant mener une guerre identitaire totale. Donc ça, c'est pour rappeler la stratégie des diabolisations du Rassemblement national. Est-ce que vous avez l'impression que la bien-pensance n'a toujours pas compris que la violence est de son côté ? Ah non, la bien-pensance ne l'a pas compris parce que la bien-pensance, en tout cas qui est du côté des médias et des politiques, vit dans un microcosme, une espèce de bulle dans la société qui est complètement déconnectée de la réalité. Donc ils ne voient pas la violence que leurs propos et que leur idéologie engendrent sur la société au quotidien, puisque eux sont enfermés dans cette bulle. Donc ils n'en prennent absolument pas conscience. À mon avis, ça prendra encore du temps. Et je pense que c'est là d'ailleurs tout le problème. Il pense aujourd'hui, il continue à faire croire au grand public que la violence dans la société viendrait d'une extrême droite qui est aujourd'hui fantasmée, qui n'existe plus. Il n'y a plus de fascisme aujourd'hui en France, ou alors s'il y a un fascisme, mais il est de l'autre camp politique, il est à l'extrême gauche. Mais ces gens ne s'en rendent absolument pas compte. Ils fantasment sur des histoires et sur des schémas politiques qui sont complètement obsolètes aujourd'hui. Alors Marie négocie avec le syndicat des armes américains, c'est quand même un peu gros. Elle négocie de l'argent pour promouvoir le port d'armes citoyen. Tout à fait. Est-ce que vous êtes pour le port d'armes ? Je suis pour le port d'armes. Oui. Je suis pour le port d'armes, alors évidemment pas à tout le monde, dans des conditions strictes, c'est-à-dire qu'il faudrait que je pense que chacun puisse passer au moins un examen, des exercices de tir par exemple, voilà, qu'on le donne pas au premier venu, donc il faut évidemment une autorisation de port d'armes, mais étant donné qu'aujourd'hui dans notre société, la justice et l'État ne fait plus ce qu'il doit faire normalement pour protéger les citoyens, que la justice préfère défendre les criminels plutôt que les victimes, et que les Français ont de plus en plus l'impression que, en fait, ils sont obligés de se faire justice eux-mêmes. En effet, je pense que le port d'armes pourrait être une solution. Ouais. Alors pour en finir peut-être avec le personnage de l'extrême droite, il y a cette youtubeuse donc qui s'appelle Marie, et puis il y a aussi, on ne les voit pas, donc les identitaires, donc ils mettent le feu aux poudres en incendiant la maison du footballeur noir, sauf que les menacés c'est plutôt les Baptous comme toi et moi, comme vous et moi. Est-ce que la menace au quotidien pour toi c'est quoi ? La menace au quotidien, c'est changer complètement son mode de vie à partir du moment où on s'expose sur les réseaux sociaux, qu'on est dans un personnage public, on va dire, sur les réseaux, dans les médias. Il faut totalement changer ses habitudes, donc c'est-à-dire faire très attention, ne pas sortir dans certains endroits, cacher son adresse, sa vraie identité, etc. C'est extrêmement compliqué parce qu'on reçoit des menaces
quotidienne et de la part, non pas des militants méchants d'extrême droite comme dépeint dans la série, mais bien de l'extrême gauche et des personnes issues de l'immigration qui, eux, par contre, ne se gênent pas pour menacer. On voit dans la série qu'ils mettent le feu donc à une maison. Je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui mettent le feu, qui détruisent les biens publics, c'est l'extrême gauche, c'est les antifas qui cassent dans les manifestations. Ce sont les Black Blocs, ce sont les gens de banlieue qui cassent, qui pillent, etc. Donc faire croire qu'aujourd'hui encore ce seraient les fascistes d'extrême droite qui iraient dans la rue pour saccager des commerces et brûler des maisons, c'est faux. Encore une fois, c'est un schéma qui n'existe plus. Donc, si je comprends bien, tu soutiens bien que les centaines de voitures qui brûlent dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ce n'est pas l'extrême droite? Non, ce n'est pas l'extrême droite. Il faudrait le dire aux scénaristes. Ah oui. Alors, c'est un scénario un peu particulier quand même. Hein. Oui. C'est un scénario qui est cousu de fil blanc, fin comme du gros sel. Avec des gros sabots. Enfin, il n'y a pas assez d'expressions pour décrire le côté caricatural. C'est normal quand on connaît le créateur et le scénariste. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Alors, il s'agit de Eric Benzekri. Il a fait Sciences Po, il a raté l'ENA, je crois. Il s'est préparé en tout cas à l'ENA, il n'a pas été à l'ENA. Il a été à la direction de l'UNEF, qui est un syndicat étudiant très à gauche. Ce syndicat qui organisait des réunions interdites aux Blancs. C'est ça, voilà. Je le rappelle. Exactement. Et il s'est rapproché de Mélenchon, et il a été le directeur de cabinet de Mélenchon quand il était ministre. La messe est dite. C'est cette personne qui a donc été financée par Canal+ pour faire La Fièvre. Alors, cette série, c'est pour moi, de Canal+, c'est un peu l'arroseur arrosé. Je veux dire par là que l'arroseur, c'est le scénario, parce qu'il agite les peurs, en fait. On dit toujours que c'est l'extrême droite qui agite les peurs. En fait, là, c'est eux qui agitent les peurs en permanence. Oui, ils se font mousser tout seuls. Mais je dirais que c'est également l'arroseur est un arrosé. Pourquoi? Parce que les ficelles sont tellement grosses que ça se retourne contre le scénario, quoi. Tout à fait. Et en plus, ça décrédibilise totalement la série, qui pourtant, je le disais en début d'émission, aborde un thème avec une façon de l'aborder qui part d'une réalité. Le climat qui est dépeint dans la série existe en France, et c'est dommage qu'il ne soit pas montré tel qu'il est réellement et qu'il soit biaisé politiquement. Alors on revient au personnage de Marie. Oui. Marie reçoit de l'argent d'un grand groupe immobilier, donc ça c'est un énième fantasme de l'extrême gauche, celui de la collusion entre le grand capital et l'extrême droite. Ça vous inspire quoi? C'est des fantasmes d'extrême gauche, voilà, je veux dire, c'est pas... D'autant qu'on sait que le Front National n'avait pas réussi à financer ses comptes de campagne. Voilà, donc la collusion entre le grand capital, l'extrême droite, etc. Voilà, ce sont des schémas politiques qui sont dépassés. D'ailleurs, ça ne prend plus aujourd'hui dans la population. Le grand capital, il est assez woke. Hein, oui, voilà, il est même assez, le capitalisme est même assez... Biden. Voilà, le capitalisme est assez woke, surtout aux États-Unis. Et aujourd'hui, je veux dire, voilà, ça ne prend plus dans la société. Les Français ne sont pas dupes de ce genre de propagande. Bien. Alors, Marie est à l'initiative d'un projet de loi donc pour ce port d'armes, et elle fait porter ce projet de loi par un député. Moi, j'avais un peu l'impression quand même que même si les politiques se soucient bien sûr de leur image et donc des réseaux sociaux, je ne crois pas qu'il y ait dans l'action politique, dans l'action législative par exemple, ou exécutoire, ou dans l'exécutif, pardon, je ne crois pas qu'il y ait de passerelle vraiment, non. Et ça me paraît un peu fantasmé aussi. Oui, non, il n'y a pas de passerelle directe entre les réseaux sociaux et le pouvoir législatif ou exécutif. Il y a en revanche des lobbies qui financent des influenceurs, notamment des lobbies écologistes, woke, etc., qui prennent avec eux des influenceurs, surtout aux États-Unis. Mais par contre, la passerelle avec la politique est un petit peu quand même moins flagrante. Alors il y a un petit pompon à la fin que je trouve formidable, c'est le fantasme de l'autogestion, un autre fantasme d'extrême gauche. Alors pour faire face au rachat du club par ce groupe immobilier, ce grand capital, ils mettent en place donc une coopérative où chaque joueur a un droit de vote et où les actionnaires sont les supporters. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus invraisemblable dans cette série que tu aurais remarqué ?
Non, ça peut. Je pense que toute la série est invraisemblable du début à la fin sur la façon dont est traité, on va dire, les différents personnages et les bords politiques qui sont l'extrême droite est caricaturée, la gauche est présentée comme la gentille fille blonde, voilà, qui n'a jamais rien fait à personne et qui veut le bien de tout le monde, alors qu'aujourd'hui qui porte la misère du monde. Oui, voilà. Parce que elle pleure, voilà, elle porte vraiment la haine qui est autour. Là, du coup, on peut dire qu'elle a le monopole du cœur, comme dirait un autre personnage politique. Donc voilà, c'est caricatural et finalement, ça dénature la série de ce qu'elle pouvait avoir d'intéressant, c'est-à-dire ce climat de guerre civile, parce que oui, en effet, il y a aujourd'hui un climat de... Alors, c'était ma dernière question. Parce qu'il y a une phrase qui est importante, c'est la dernière phrase qui est prononcée dans le dernier épisode de la saison 1 et qui donc laisse suggérer qu'il va y avoir une saison 2. Oui. La dernière phrase prononcée par le président de la République, donc, qui reçoit à minuit la communicante woke de gauche qui porte la misère du monde et pleure sans cesse de la haine dans le monde. Alors, il lui pose la question, alors, on en est où? Avant, juste avant, ou c'est déjà commencé la guerre civile? Alors, je vous pose la question. Moi, je parlerais plus de guerre de civilisation que de guerre civile. Alors, on peut employer le mot de guerre civile parce que ça y ressemble, les deux se rejoignent. Mais je parlerais plus de guerre de civilisation parce qu'une guerre civile, c'est entre le même peuple. Or, aujourd'hui, la guerre en France et dans les pays occidentaux qui est en train d'arriver n'est pas entre le même peuple. Il y a deux sociétés, deux peuples différents qui habitent dans les pays occidentaux et qui tendent de plus en plus à s'affronter. C'est un ministre de gauche, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui l'avait dit. Demain, nous serons face à face. Donc, en effet, la guerre de civilisation est probable et c'est là peut-être le seul point intéressant de la série, c'est qu'elle pointe une réalité sur l'avenir en tout cas de notre pays et sur la possibilité d'implosion et de fragmentation de la société française qui est déjà bien entamée quand on voit ce qui se passe entre les émeutes, les règlements de compte, l'insécurité. On peut dire qu'on est déjà dans un climat de pré-guerre civile, en tout cas les prémices. Oui. Moi, je trouve que la série ne met pas l'accent sur quelque chose d'essentiel dans la société de maintenant. C'est une soumission qui s'affirme de plus en plus. Mmh. Oui. Et donc, il y a 3 issues possibles. La guerre civile, la soumission, ou un retour en arrière, ou alors même peut-être un monde bisounours, mais je n'y crois pas beaucoup. Concernant cette série, la presse met 4. Mmh. C'est très bien payé, mais ça correspond à son codex, donc c'est normal. Quelle est la note de Jérémy? Eh bien, moi, je mettrais 2 étoiles. Pour quand même le fait que le constat sur le climat en France est réel. Et donc, le sujet aurait pu être vraiment intéressant à traiter. Ça aurait été vraiment bien d'avoir une série, justement, qui traite de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les médias, le climat qu'il y a en France. Mais ça aurait été encore mieux si ce n'avait pas été biaisé idéologiquement. Et là, on voit très clairement la prise de position des scénaristes et du réalisateur, ce qui est dommage. Mais voilà, ça mérite quand même 2 étoiles pour ce sujet qui est intéressant et qui est exploité, je pense. Oui, moi je mettrais plutôt 1. Pour une raison simple, c'est que on nous a vendu une série qui traiterait du sujet du racisme anti-blanc. Et en fait, on est en plein dans l'inverse, c'est-à-dire que le racisme anti-blanc, l'expression sale babtou, c'est sur un malentendu. C'est ça. Donc, j'ajouterais même qu'elle fait la promotion finalement du racisme anti-blanc, cette série, parce qu'elle nous explique qu'en fait le racisme anti-blanc n'est pas un problème, que ça n'existe pas, ou alors qu'il est à la marge. Or aujourd'hui, il n'est pas à la marge. Le principal racisme aujourd'hui dans les pays occidentaux, et donc en France également, c'est le racisme anti-blanc. C'est le racisme anti-blanc qui est largement devant les autres. Et d'ailleurs, on le voit avec un des personnages, cette militante d'une association, qui nous explique que le racisme anti-blanc, c'est parfaitement justifié et que mettre la race dans le débat public, c'est tout à fait normal. En fait, ces gens sont les vrais racistes. Cette femme qui est de gauche, qui est dans cette association et qui nous explique que la race doit devenir le thème central du débat public, c'est des phrases qu'aurait pu tenir le Ku Klux Klan, en fait. Oui. Donc cette femme est raciste. Et le racisme anti-blanc, finalement, est légitimé, on pourrait laisser le penser dans cette série. Bien, j'espère qu'on ne vous a pas donné envie de voir cette série, ou si vous voulez la voir pour voir comment on peut manipuler avec des gros sabots l'opinion française, vous pouvez la voir, mais franchement, c'est à vos risques et périls. Merci Jérémy. Merci beaucoup. À bientôt.